Et avec nous donc Younes Belfella, spécialiste du Moyen-Orient. Rebonsoir, Bonsoir. enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et directeur du think tank MedFocus. Les ordres d'évacuation israéliens coincés à Rafah vers des zones dangereuses sont pour l'Union européenne inacceptables. Déclaration aujourd'hui de Charles Michel, le président du Conseil européen. La France aussi s'insurge, les voix internationales s'insurgent, mais malgré tout, l'évacuation continue. Et bien sûr, on craint cette invasion de Rafah et le pilonnage de la ville. Ah, tout d'abord, il faut expliquer que la ville de Rafah, normalement, c'est une ville qui peut héberger 250 000 personnes maximum, alors qu'aujourd'hui, il est au se resserre pour qu'elle puisse recevoir à 1,5 million de Mm. personnes. Donc, je vous laisse imaginer comment on peut organiser la vie de ces personnes. Juste pour dormir, il doit faire des roulements, avec tout le manque, bien évidemment, de soins et également de médicaments et de nourriture dans cette région. Donc, effectivement, sur le fait d'entasser cette population, il y a beaucoup de cris qu'on voit qu'il y a un temps occidental au moins qui est en train de Mm. changer de la part des Américains qui ont menacé de mettre des sanctions pour la première fois. Et là, je rappelle quand même que dans les échanges entre les Américains et les Israéliens, les Américains ont demandé est-ce qu'il y a un plan militaire à faire pour Rafah. Et après, l'évaluation américaine était que le plan il est nul et qu'il est avoué Mm. et qu'il ne montre clairement rien par rapport à ce que Israël veut faire. Mais je vous coupe, Oui. Younes Belfella, puisque ce soir, le président américain, Joe Biden, a estimé qu'un cessez-le-feu était possible demain, ce sont ses mots, dans la guerre entre l'Israël et le Hamas, si le groupe palestinien relâchait les otages. Bah, la question qui s'impose aujourd'hui, c'est qu'on a deux versions. C'est qu'on a une version de Hamas qui demande un cessez-le-feu final par rapport à cette guerre en contrepartie de la libération des otages qui sont aussi dans une situation infernale. La situation aujourd'hui, elle a montré la mort d'un Israélo-Britannique parmi, Mm. parmi les otages, faute de soins. Et également, il y a une autre version qui est la version israélienne qui demande une trêve imminente en contrepartie de la libération des otages, mais ça ne veut pas dire en aucun cas Mm. c'est la fin de la guerre. Donc, ce qui fait que les États-Unis essaient de rationaliser ce conflit par un rôle de médiation avec la pression sur le Qatar et l'Égypte. L'Égypte également qui a manifesté son mécontentement par rapport à cette offensive israélienne dans Rafah et que le fait de déplacer les Palestiniens vers le corridor de la Mm. Philadelphie dans le Sahara de Sinaï peut bien évidemment créer une tension entre l'Égypte et Israël et peut en même temps menacer l'accord de normalisation et de paix entre Mm. les deux pays signé depuis 1979. Donc effectivement, il faut qu'on voit la situation actuelle avec un regard très critique parce que effectivement, Israël aujourd'hui ne prend pas en considération toutes les déclarations qui sont faites. Bah, j'ai Mm. vu des déclarations, par exemple, de Joseph Borrell, même si que le monsieur, Mm. il va quitter son poste dans quelques semaines. Pour la première fois, le Quai d'Orsay manifeste qu'un déplacement de la population cette semaine est un crime de guerre. Et avec aussi le fait que la première fois que les États-Unis ne montrent qu'il n'y a pas une alliance aveugle et qu'elle essaie de rationaliser Oui, ce on va comportement. préciser, Israël viole le droit international, c'est l'aveu à demi-mot des États-Unis Effectivement. concernant la situation, mais les États-Unis ne suspendent pas pour autant la livraison d'armes. Tout à fait, sachant bien que bon, les accords et les munitions qui ont été données, c'était donné depuis le mois de novembre dernier. Donc maintenant, on peut imaginer qu'une pression américaine peut aller vers une opération offensive à Rafah qui est rationalisée par les Américains. Mais il faut savoir que la version qui est donnée par les Israéliens, qui dit que les terroristes sont à Rafah, c'est la même version qui a été donnée par Benjamin Netanyahu il y a quelques mois, que les terroristes existent dans les hôpitaux de Gaza City, que les terroristes existent à Khan Younes, et là aujourd'hui on entend la même chose. En même temps, on voit que même au niveau de la scène politique israélienne, le gouvernement israélien profite de cette situation parce qu'il sait parfaitement que la poursuite de la guerre, c'est la poursuite de ce gouvernement. Les déclarations faites par exemple par les deux figures de l'extrême droite israélienne, Ben Gvir et Smotrich, qui disent que si le gouvernement de Benjamin Netanyahu ne fait
pas l'opération militaire à Rafah, ils vont quitter le pouvoir. Les déclarations, soit de M. Netanyahou, soit de son envoyé spécial aux Nations Unies, qui sont des déclarations hystériques pour montrer Oui, on parle bien sûr du scrutin de l'ONU. De l'ONU concernant l'État de qui Palestine. veulent bien sûr l'adhésion de la Palestine qui a été votée avec 143 voix, dont celle de la France, 9 pays qui ont voté contre. Ils ont qualifié ça, en tout cas l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, les pays qui ont voté, je le cite, pour lui, font le jeu d'un régime nazi. Voilà, ce sont les mots qu'il a prononcés. Il y a vraiment du tout et de rien dans des déclarations qui sont faites à tort et à travers par le gouvernement israélien. Et on sent parfaitement que l'enjeu, c'est un enjeu politique. Pour cette raison, je crois que la clé de cette guerre va se jouer en interne d'Israël. Ouais. C'est le peuple israélien qui va décider si ce gouvernement va continuer ou non, et quel sera l'avenir de cette région. Sachant bien sur ce que vous avez dit sur les États-Unis, il est très intéressant parce que effectivement les États-Unis fournissent des munitions à Israël, mais il faut savoir qu'il y a deux niveaux de guerre. Il y a la guerre Israël-Hamas dans la bande de Gaza, mais il y a la guerre Israël-Iran. Et là, les États-Unis, elle a une autre position, ou les Américains ont une autre position par rapport à cette situation qui est bien évidemment une autre situation régionale plutôt qu'une situation dans la bande de Gaza. Vote de l'ONU, donc critique américaine, critique de l'état-major de Tsahal également, attaque du Hezbollah, la rue, on en parlait à l'instant, les déconvenus s'accumulent pour Benjamin Netanyahou. Oui, tout à fait, surtout sur la question d'image. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement, par exemple, si je prends le cas des universités en Occident. Je trouve que c'est, à part bien évidemment l'existence ou la mobilisation de certains partis politiques ou de certains mouvements de ces manifestations, mais il faut savoir aussi qu'on est sur une situation très paradoxale. On ne peut pas enseigner à l'université le droit international, les droits de l'homme, la démocratie, et on est en train de voir une situation là où les États ne prennent pas des positions cohérentes par rapport à ce qui se passe actuellement. Pas seulement à ce qui se passe à la bande du Gaza, mais également en Ukraine ou dans d'autres régions du monde. Donc, en plus, il y a une guerre informationnelle qui se développe entre les deux parties. Il y a le rapport du faible qui est bien joué par le Hamas et on le voit dans plusieurs sphères, soit bien évidemment dans les élections européennes, dans les élections américaines et forcément Biden réagit aussi par rapport aux élections américaines et il craint bien évidemment de perdre les voix de la gauche et de tous les jeunes des universités américaines et en même temps dans d'autres sphères, notamment il y a Eurovision aujourd'hui qui on sent il y a bien évidemment ce clivage dans cette guerre informationnelle entre Israël et Hamas. Alors le conflit, vous le disiez, au Proche-Orient, au cœur d'un concours de musique censé rassembler les peuples. La finale du concours de l'Eurovision donc se dispute ce soir à Malmö en Suède dans un contexte de tension ravivé donc par la participation de la candidature israélienne dans les rues de Malmö qui compte la plus importante communauté d'origine palestinienne du pays. Des renforts de police sont venus de tout le pays scandinave mais aussi du Danemark et de la Norvège pour assurer la sécurité de l'événement. C'est sous les huées que la chanteuse israélienne a chanté sur scène ce soir. Louise-Anne Deloun. Une voix à peine audible sous les huées du public de l'Eurovision. Eden Golan, la candidate israélienne, s'y attendait. Depuis plusieurs jours, la participation au concours d'Israël en plein conflit avec la Palestine divise. À Malmö, en Suède, où se déroule la finale, de nombreux manifestants sont venus apporter leur soutien à la Palestine et appellent au boycott de l'édition. Si la compétition tient à sa neutralité, de nombreux candidats ont affiché leur désaccord. Tous les pays du monde méritent d'être libres. La Grecque Marina Sati a bâillé pendant la prise de parole de la candidate israélienne Eden Golan en pleine conférence de presse. Le chanteur Jos Klein a choisi de se couvrir la tête avec son drapeau. Le néerlandais a par la suite été exclu de la compétition, non pas pour indifférent avec la candidate israélienne, mais pour comportement inapproprié envers une cadreuse, selon l'organisme qui chapeaute le concours. Enfin, le français Slimane a interrompu cet après-midi sa répétition pour adresser un message de paix. Dans l'enceinte ce soir, tout drapeau autre que ceux des participants sont interdits, comme toute bannière à message politique. La police suédoise reste très vigilante pour garantir la sécurité des candidats et des spectateurs.
Younes Belfella, on vient de le voir hein, sur la scène, il y a marqué United by Music, unis par la musique. Mais on le sait, l'Eurovision, c'est plus de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. Forcément, c'est une tribune politique. Forcément, on parle du conflit au Proche-Orient. Il y en a eu d'autres avant qui se sont invités sur la scène de l'Eurovision. Tout à fait, et c'est une arme de soft power, d'influence. C'est pas la première fois qu'on voit qu'il y a un mécontentement par rapport à la participation israélienne. Ça fait des années comme à Eurovision, il y a toujours des critiques adressées à Israël concernant le système d'apartheid, concernant sa politique dans le Moyen-Orient. Mais cette année, bien évidemment, c'est une année spéciale parce que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois que la critique, elle vient pas seulement des voix populaires, mais aussi des gouvernements. On a cité tout à l'heure les amis, les alliés d'Israël aujourd'hui, en Occident, en Europe, aux États-Unis, sont en train de critiquer ce comportement d'Israël. Je crois qu'après cette guerre, Israël doit faire vraiment un énorme effort pour soigner son image, tout en gardant bien évidemment que une offensive à l'israélienne dans la ville de Rafah risque bien évidemment de déstabiliser toute la région, surtout avec l'implication ou le déplacement forcé des Palestiniens vers l'Égypte. Et en tout cas, le vote ce soir va être scruté de près, parce que quel impact si Israël gagne ce soir? Je crois au moins pour l'interne d'Israël, oui, certainement c'est quelque chose d'important parce qu'il y a aussi un besoin d'union israélienne, parce que les médias israéliens sont certainement libres. Il y a une démocratie en Israël, ça on doit le dire. Et je crois que même le changement, bien évidemment, doit venir d'Israël. Il y a des voix aussi en Israël qui sont contre cette guerre, et surtout ça peut donner aussi un message pour les otages et les familles des otages. Maintenant, il y a une question sur laquelle j'aimerais bien rebondir, c'est par rapport à ce que vous avez dit concernant la reconnaissance de l'État de Palestine dans les Nations Unies. C'est quelque chose d'important, mais ce qui est inquiétant, c'est sur quelle base de frontières? 67 ou bien sur les années 70 ou bien sur les frontières d'aujourd'hui. Et aussi, quel est l'avenir aussi des réfugiés palestiniens qui sont énormes dans la région du Moyen-Orient, en Syrie, au Liban ou même dans d'autres pays. Des questions qui restent en suspens, Younes Belfella. Jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup. Merci pour votre éclairage ce soir, une nouvelle fois, dans le 23h.